replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et par rapport à ta chronique, alors ce matin, ça va aller? Alors, c'est pas sauvage. Oui. On s'approchait de Samhain, Samhain, je sais pas comment vous avez l'habitude d'appeler. Il y en a beaucoup qui appellent ça Halloween aussi. Donc bon, enfin pas moi, mais bon, pas nous, je pense d'ailleurs. Mais c'est un point dans l'année, un temps dans l'année en tout cas, où on se rappelle à nous, nos défunts, l'héritage de notre lignée, on va les honorer, on va les commémorer, on va les célébrer. Au Mexique, c'est un temps qui dure presque une semaine. Hein. Ça a commencé. C'est le Dia de los Muertos, voilà. Donc c'est vraiment ancré dans beaucoup de ces civilisations. Chez nous, dans les pays occidentaux, c'était plus par rapport à Samhain, c'était plus fêté par rapport au jour le plus court de l'année, avec 6 nuits. Voilà, on s'apprête à rentrer dans presque l'hiver en fait, hein, on précède Yule, c'est la fin des récoltes, etc. Et donc tout se recentre au niveau du foyer et au niveau des ancêtres aussi, qu'on célébrait aussi déjà à ce moment-là de l'année. Donc je me suis dit, puisqu'on est dans cette commémoration des défunts, hein, finalement un peu partout dans le monde, pourquoi pas nous faire une chronique sur la psychogénéalogie, voilà, tout ce qui est le transgénérationnel, tout ce qui s'inscrit en nous jusqu'à dans notre ADN propre au niveau de la transmission de nos ancêtres. Alors j'aime beaucoup ton mot psychogénéalogie. Donc ça s'appelle comme ça, oui. Ça s'appelle la psychogénéalogie. C'est tout ce qui touche au transgénérationnel, c'est-à-dire la transmission que nous laissent nos ancêtres, hein. Ça part de nos parents, nos grands-parents, nos bisaïeux, nos trisaïeux. On appelle ça une analyse aussi transgénérationnelle. Elle permet de prendre en compte l'histoire familiale et l'héritage qui est légué par nos ancêtres. Voilà. Dans tout ce qu'ils nous ont hérité, aussi bien positif que négatif, et malheureusement, très souvent, c'est des traumatismes qu'ils nous lèguent. Les traumatismes, ça peut être tout un tas de choses, hein, pour une lignée. C'est des événements douloureux, ça peut être des traumatismes qui sont liés aussi au contexte historique, que ce soit pendant les guerres. Je pense aux camps de concentration pour les Juifs. Je pense aux épidémies aussi, puisqu'il y a, là on l'a vécu il y a quelques années avec le Covid. En 1916-1918, c'était la grippe espagnole, tu vois. Donc, c'est tous ces traumatismes-là, tous ces non-dits, tous ces secrets de famille dont on va hériter inconsciemment et qu'on va nous transmettre aussi inconsciemment. Voilà. Tout ça, ça s'appelle la psychogénéalogie, exactement. Tu en avais entendu parler peut-être, non? Alors, ce nom-là, non. Psychogénéalogie, non. Mais par contre, effectivement, tout le travail transgénérationnel, oui. Oui, oui. Voilà, parce qu'il y a un autre vocable qui existe pour parler de ça aussi, et pourtant c'est pas du tout la même chose. C'est tout ce qu'on appelle les constellations familiales. Tu connais un petit peu, oui, tu vois? Au niveau astrologique, oui. Voilà, c'est pas. Alors ça reprend certains concepts de la psychogénéalogie. Pour autant, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est deux méthodes complètement différentes pour remonter les traumatismes. En parlant des traumatismes, qu'est-ce que tu penses, toi, que ça va donner chez quelqu'un qui en hérite inconsciemment? Des tonnes de questions sur lui-même, de savoir pourquoi, en fait, il vit tout ça. Peut-être même le fait de ne pas vouloir conscientiser, ne pas vouloir se rendre compte et créer des boucles incessantes et inconscientes de schémas répétitifs. Et malgré le fait, c'est pas mal, ouais, continue. Malgré le fait justement que ces problématiques reviennent à l'unisson constamment, peut-être qu'à un moment donné, il va se dire tiens, il y a un problème, il y a un bug, il y a un bug dans le tiroir. Voilà, tout à fait. La psychogénéalogie, c'est ça, tout à fait. Elle permet de te donner des clés, en fait, des clés pour comprendre et surtout pour assimiler tout ce qui n'a pas été dit
avec ces traumatismes, parce que c'est des traumatismes, c'est très global. Alors, c'est un grand sac dans lequel on va regrouper tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi des événements douloureux. Hein. Ça peut être des morts d'enfants, ça peut être des incestes, ça peut être des viols, ça peut être des problèmes aussi autour de l'argent, autour d'un héritage, des accidents, des maladies, des secrets de famille. C'est en fait, ce sont toujours des événements qui n'ont pas été forcément digérés au niveau de la psyché et au niveau de l'émotionnel, ça va s'inscrire. Et ça n'a pas été exprimé, mais ça va s'inscrire et ça va être enterré, enfoui. Et en fait, ça peut donner pour les générations futures, ça va au-delà de 4-5 générations, pas plus, hein, ça se transmet pas plus, voilà. Mais quand même, pendant 4, donc sur 100, 120 ans, en fait, on peut en souffrir. Et ce que ça va donner tout ce que tu as dit tout à l'heure, mais aussi, ça peut créer des angoisses, des phobies, des troubles psychosomatiques ou neurologiques, des troubles digestifs, et qui vont se manifester brusquement, sans aucune explication physiologique, rationnelle, au niveau de la médecine. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, tu sais ce qui est fou aussi, moi je l'ai perçu aussi en faisant le retour de toute la lignée donc de ma famille par exemple, du côté de ma grand-mère. Et en fait, quand vous regardez sur les actes de naissance, on voit aussi comment les enfants ont été validés à l'état civil. Et on retrouve, alors peut-être aussi que c'est à l'ancien temps c'était aussi beaucoup comme ça, mais on retrouve beaucoup d'enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père et qui se retrouvent à être reconnus par un oncle ou une tante de la famille. Et on peut supposer, si on a des traumas autour de l'inceste notamment, ou autre chose autour de ça, on peut aussi supposer qu'effectivement il y a un blocage qui est relié à un secret de famille qui peut être relié dès ces générations antérieures, qui peuvent être relié à ça. Parce que c'est vrai quand tout à fait. En fait, c'est complètement ça. C'est quand un symptôme, il apparaît brusquement dans ta vie, mais qu'il n'y a pas d'explication, tu vois, qu'il n'y a pas une explication médicale, il n'y a pas, voilà. Quand il y a des schémas, tu l'as dit tout à l'heure, des schémas qui se répètent comme ça dans notre vie, des situations d'échec qui s'enchaînent, des traumatismes à répétition. Quand on a aussi le sentiment de stagner, de tourner en rond, quand tu as tous ces blocages-là, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de la fertilité, au niveau de problèmes dans le couple, etc., ou un sentiment de culpabilité sans savoir pourquoi, un sentiment d'autodestruction aussi, ça peut aller très loin, tu vois. La psychogénéalogie, elle peut apporter une réponse. C'est pas tout le monde qui a des lignées, qui a une lignée où il y a des traumatismes, quoique, on va le voir tout à l'heure, en réalité, il n'y a aucune lignée où il n'y a pas au moins où il n'y a pas eu au moins un problème dans la famille, parce que les divorces font aussi partie des traumatismes, les recompositions d'enfants, les déracinements, quand une famille quitte son pays et s'installe dans un autre pays, un des ancêtres, une grand-mère, un grand-père va avoir du mal à s'adapter, il y a une dépression, etc. J'en sais rien, tu vois, je mets à nu un peu ce qui pourrait se passer, mais et si c'est pas exprimé, si c'est pas dit, si ça reste un non-dit, si ça reste un mal-être comme ça qui ne peut pas être exprimé, ça va s'inscrire. Ça va s'inscrire dans la lignée et ça va se transmettre. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ça se transmet. Tu vois, je veux dire. Il y a le Nayaga qui fait une vision assez intéressante, notamment autour des métiers, comme elle explique. Oui, tout à fait. Oui, on va le voir aussi. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Super si on va y voir aussi, parce que moi aussi, je remarque par rapport à tous ces actes de naissance où justement, il y a un métier qui revient, et qui peut aussi bloquer la nouvelle génération, qui ressent comme, je sais pas, un trauma autour de ce type de métier, ou alors une envie d'y aller, alors qu'il n'est pas au courant que ses ancêtres étaient aussi dedans. Et c'est ça que je trouve assez dingue aussi, ces corrélations, alors qu'on n'est pas du tout au courant. Il faut faire les recherches généalogiques vraiment. C'est dans l'inconscient, exactement. Tu as tout à fait raison, ça se passe au niveau de l'inconscient. C'est quelque chose qui se transmet au niveau de l'inconscient. Au niveau physiologique, on a le même sang, donc dans nos cellules, il y a un code ADN typique de la lignée qui est inscrit de toute façon. Donc tu as le sang de ta grand-mère, les cellules de ta grand-mère, de ton grand-père,
père, ça remonte jusqu'à 4-5 générations. Donc physiologiquement, c'est vrai. Bon, il n'y a pas à débattre. C'est un fait scientifique. C'est un axiome. C'est pas à démontrer. C'est tout à fait exact. Mais en plus de ça, il y a quelque chose aussi qui va s'inscrire, qui va se transmettre dans la psyché. C'est très, très important. Et ça, on l'ignorait jusqu'à, on va dire, la fin du 19e siècle, où il y a des psychanalystes. Bon, Freud, il en a parlé, mais à la fin de sa vie. Donc, et c'est la différence d'ailleurs entre la psychogénéalogie et la psychanalyse freudienne. Freud, il recentre tout sur la petite enfance et tous les problèmes qu'on a, tous les traumas non réglés dans la petite enfance. Et en général, je dis bien en général, hein, parce que c'est allé au-delà, ça tourne autour de ça. La psychogénéalogie, elle tourne pas autour de ça. Elle tourne autour des traumas qui ont été, on va dire, refoulés dans un coin de la psyché, de la psyché, pardon, et qui s'est transmis de génération en génération. D'ailleurs, ça porte un nom en psychogénéalogie, ces traumas refoulés qui sont non dits dans la psyché de cet héritage du clan, on va dire, ça s'appelle la crypte. On appelle ça la crypte. Tout ce qui est refoulé est mis dans cette crypte qui nous est transmise. Et dans cette crypte, les traumas, on les appelle les fantômes. Tu vois, ça colle vraiment bien avec on les appelle les fantômes. Et quand on a un symptôme comme ça, nous, qu'on ne s'explique pas, ou dégoût pour quelque chose, dégoût, c'est pareil, hein, une passion comme ça, qu'on ne s'explique pas, c'est un fantôme qui se rappelle à nous, qui sort de cette crypte et qui se rappelle à nous, ben voilà, en référence à un ancêtre. Donc c'est très très intéressant. C'est la psychogénéalogie, en fait, c'est un arbre généalogique qu'on va étudier au sens élargi. Et après on verra aussi comment on pourrait le faire pour comprendre ce qui se passe en nous, pour comprendre notre histoire, notre chemin de vie, nos passions, nos phobies, voilà, pour comprendre tout ça. Tu vois, c'est poussé vraiment très très loin. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Puis alors, en plus, j'imagine que tu dois connaître, mais il y a un livre justement que Lunaya m'a fait découvrir, mais elle m'a fait halluciner avec ce livre. C'est par rapport aux prénoms. Les prénoms de tes ancêtres qui peuvent être reliés à toi sans que tu décides quoi qu'est-ce. Moi, j'ai un prénom, par exemple. Eh bien, j'ai vu, grâce à Lunaya, que j'avais choisi un pseudo qui était en corrélation transgénérationnelle relié à mon véritable prénom. Mais tout à fait. Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça peut aller jusqu'au diminutif qu'on te donne, ouais. ou un pseudonyme que tu adoptes aussi. Tout à fait. Il y a toujours une corrélation. C'est un truc de l'inconscient. On est vraiment dans l'inconscient. Hein. Et c'est quelque chose qui parle de la psychogénéalogie. Il y a quelqu'un qui en a parlé très bien, puisque tu parlais des livres. C'est donc, je t'ai dit, ça a été découvert au 19e siècle. Freud l'a découvert à la fin de sa vie. Il n'a pas pu exploiter ce truc-là. Après, il y a d'autres psychanalystes qui arrivent et qui vont très, très bien en parler. Et une des grandes pontes de la psychogénéalogie, c'est elle qui a inventé ce terme d'ailleurs, c'est Anne Ancelin Schutzenberger. C'est celle qui a écrit Aïe mes aïeux. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. C'est un livre très très intéressant parce qu'elle met à jour tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et tu vas voir, il y a vraiment, elle a fourni beaucoup de matière là-dessus. Elle dit, je vais juste citer ça et vous allez comprendre, notre vie est un roman. Vous, moi, nous vivons prisonniers d'une invisible toile d'araignée dont nous sommes aussi l'un des maîtres d'œuvre. Si nous apprenions à voir ces répétitions et ces coïncidences, l'existence de chacun deviendrait plus claire, plus sensible à ce que nous sommes et plus sensible à ce que nous devrions être. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment super intéressant. Hein, et c'est très, très intéressant quand on étudie son arbre généalogique au sens élargi. Alors elle, Anne Ancelin Schutzenberger, elle a mis un nom sur cet arbre généalogique élargi que tu étudies pour comprendre plein de choses comme ça. Elle appelle ça le génosociogramme. Voilà, ça a un nom, tu vois. Donc, quand tu fais ton génosociogramme et que tu remontes, on a parlé de la crypte, hein, cet endroit de la psyché où sont isolés là-dedans tous les traumas refoulés de notre lignée. On appelle ça, je vous ai dit que ça s'appelait un fantôme quand ça se présente à nous. Et ben justement,
quand on remonte jusqu'au fantôme et qu'on identifie ainsi le traumatisme non digéré à sa source, quand on a identifié l'ancêtre à partir duquel ça provient, très souvent, ça te donne une clé un peu libératrice pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors, vous pouvez aller sur le chat, les amis, parce que Lunaya témoigne de son côté, explique plein de choses. Alors, attends, je vais y aller aussi, comme ça... Et je me suis permise de partager la photo du livre dont tu citais, de Anne Ancelin. Voilà, il est génial ce bouquin. Achetez-le parce que franchement, en une demi-heure, j'aurais pas le temps du tout aborder. Et si vous avez l'occasion de l'emprunter dans une médiathèque ou de l'acheter, on le trouve très facilement. Franchement, il se vend encore très très bien. Elle est morte il n'y a pas très longtemps, cette dame. Elle est morte pendant le Covid, voilà, dans 2021 ou 2022, je sais plus. Et elle a fait d'autres bouquins aussi très très intéressants. Mais ça a été son best-seller. Il s'est vendu partout dans le monde. Ça a fait toute sa renommée. Et vraiment, ça a été, c'est un livre super intéressant. Elle est à l'origine donc de ça, de la psychogénéalogie, du génosociogramme. Elle est à l'origine aussi, dans la psychogénéalogie, quelque chose qu'on appelle le concept du syndrome d'anniversaire. Tu en as entendu parler? Ça te parle? Alors, le syndrome de l'anniversaire, attends, ça me dit un truc. Alors, il s'agit en fait d'une répétition inconsciente qui intervient autour d'une date très précise que Anne Ancelin Scheuzenberger a appelée la date d'anniversaire. C'est une date à laquelle se rattache un fantôme, par exemple. On est bien d'accord sur le concept du fantôme, vous avez bien compris de quoi il s'agit. J'ai été claire. Est-ce que oui, tu as été très clair. Est-ce que en fait ce concept d'anniversaire, ça peut être relié également à un mois en particulier, sans connaître une date? Complètement. En fait, ce concept, il ressemble sur l'idée que certaines blessures, certains traumas qui sont donc dans la crypte, là, dans l'inconscient qui nous est transmis. C'est quelque chose qu'on va subir à certaines dates données. C'est une blessure qui n'a pas été exprimée, c'est un trauma qui n'a pas été dit, c'est un secret de famille. Et donc, ça se transmet aux descendants et ça va fragiliser plus certaines personnes que d'autres, plus un certain descendant qu'un autre. Et les périodes de ces dates, elles vont ressurgir tous ces traumas-là. Donc, ça peut être, ça s'exprime sous forme de somatisation, d'angoisse, de dépression, de phobie, de TOC parfois aussi, et même parfois des maladies, tu vois. Et qui n'aurait pas, je répète encore une fois, qui n'aurait pas une explication physiologique. Hein, donc, à pas tout confondre aussi. Ce syndrome d'anniversaire, c'est une date, donc comme je te l'ai expliqué, ça peut être une date, par exemple, la date de naissance de ton grand-père. Je sais pas, c'est le 13 mars. Et ben, tous les 13 mars, il va t'arriver un truc que tu n'expliques pas. C'est un syndrome d'anniversaire. C'est toi qui, dans la lignée, est le plus affecté par cette date-là. Mais ça, tu ne vas pouvoir le découvrir que si tu fais ton génosociogramme, ton arbre généalogique élargi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça peut être une date de naissance, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une date de mariage. C'est quelque chose qui se rappelle à toi. Hein. Donc, ça peut être une date de naissance, une date de mariage, une date de décès, la date d'un accident d'un de tes ancêtres qui a été important. Et voilà, ça va t'affecter toi. Ça t'a été transmis à toi. Ça peut être une date de divorce. Ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Mais il faut remonter à la source. Je vais te donner un exemple comme ça. Par exemple, il y avait une dame, c'est dans le livre de Aimé Zaïeux. Il y a une dame, elle se marie le 29 juillet. Elle divorce en 29. Elle habite dans 2 adresses différentes qui portent le numéro 29. Elle va ensuite, à 29 ans, elle va divorcer elle-même. Voilà. Et ce chiffre 29 se rappelle à elle sans arrêt. Elle fait son génosociogramme et elle s'aperçoit en fait qu'elle a un grand-père qui est décédé le 29 juillet et il s'est suicidé alors que sa mère lui avait dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Tu vois comme ça a pu... ça a été quelque chose qui n'a pas été dit, c'est un mensonge en fait dans la lignée. Ils avaient honte du suicide et ils ont transformé ça en crise cardiaque. Ah, c'est un truc de fou. Et du coup, elle... Petite, elle n'en avait pas conscience, évidemment, mais ça s'est inscrit en elle et c'est quelque chose qu'elle s'est traînée et c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à supporter. Il a fallu qu'elle fasse son génosociogramme, son arbre généalogique au sens élargi, comme ça, pour trouver... et puis après, elle a rompu ce truc-là de 29, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait. Alors en même temps, donc, je suis en train de partager l'image d'un livre que Lunayan nous a proposé. Et en même temps, il y a Alina qui pose une question très pertinente que j'étais en train de répondre. Elle nous disait bonjour à tous, sujet très intéressant. Comment faire quand on ne peut pas faire son arbre généalogique et que ta propre famille ferme la porte. En fait, on part de son propre acte de naissance. Alors, ouais. Je peux répondre à ça parce que c'est la même question qu'on pourrait poser. Comment faire quand on a été adopté? Oui, voilà, bah oui. Ouais. Eh ben, tu peux le faire parce qu'en réalité, la dame dont on parle tout à l'heure, je vais l'appeler Anne Ancelin parce que Anne Ancelin, Schützenberger, on va dire, donc voilà, c'est Anne Ancelin. Anne Ancelin lui a apporté une réponse très claire. En fait, elle a dit par exemple un enfant adopté, en réalité, bon, c'est sûr qu'il va pas pouvoir faire son arbre généalogique comme quelqu'un qui connaît sa famille, avec laquelle il s'entend et qui peut apporter plein de réponses. Donc, s'il connaît le nom, bon, il va faire des enquêtes au niveau de la mairie, au niveau, tu vois, de l'état civil, au niveau il y a plein de tous ces services-là qui peuvent t'aider au niveau des actes de mariage, au niveau de l'église. Il y a plein de petits services comme ça qui peuvent plus ou moins t'aider si tu connais les noms. Et ce dont elle s'est aperçue, c'est ça que je voulais parler par rapport aux enfants adoptés, c'est qu'en réalité, quand l'enfant il est adopté et qu'il est élevé au sein d'une famille, ben inconsciemment, figure-toi que sa famille est la même. On appelle ça une famille jumelle. C'est la même que sa vraie famille au niveau des traumas. C'est un truc de fou. Elle s'est aperçue que dans 90% des cas, c'est comme s'il y avait une histoire une boucle jumelle, une histoire de famille jumelle. Il y a les mêmes traumas, c'est presque exactement la même. Même si c'est un enfant qui vient d'un pays lointain, il va y avoir des traumas qui sont exactement les mêmes. Elle s'est aperçue de ça dans 90% des cas. C'est dingue parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de destinée, quoi, en fait. Quoi que tu fasses, enfin. Non, justement non, parce que quand tu arrives à le comprendre, tu brises ça. Oui, donc c'est pas une fatalité en réalité. Et puis c'est pas en même temps, c'est pas par exemple il peut y avoir 4 enfants dans. Nous, on est 4 frères et sœurs, on est complètement différents, on n'a pas hérité de tous du même truc. Il y en a dans la fratrie, il y en a un qui va être plus sensible à un certain ancêtre ou je sais pas quoi, qui va lui transmettre un trauma, et les 3 autres, ils n'auront rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une fatalité non plus. Alors, la destinée ne signifie pas fatalité, parce qu'à partir du moment où tu comprends la boucle, en fait, tu casses, et donc, ça fait aussi partie de la destinée de casser cette boucle. Tu vois? Oui. Tout à fait. En fait, c'est juste un écho qui est presque intuitif et qui nous fait qu'on se sent concerné plus ou moins par cette approche-là. Quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau familial. C'est intuitif. Et si tu sens que c'est vraiment au niveau familial qu'il faut aller creuser, il faut faire ton arbre généalogique au sens élargi. Très souvent, ça te donne des clés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça donne vraiment des clés. Pour comprendre pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu n'aimes pas, pourquoi tu veux t'en libérer aussi d'ailleurs, parce que bon, il y a des gens qui voudront pas s'en libérer. Ça, on connaît tous des situations où c'est plus confortable de ne pas changer, oui c'est ça, de ne pas changer plutôt que de changer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça permet également de se rendre compte pourquoi on a peur de certaines choses, notamment, alors de manière complètement... Oui. Quand c'est irrationnel comme ça, tu vois. Voilà, il y a des gens... Bon, après, il y a la peur des animaux, la peur de l'eau. La peur de l'eau, ça peut être parce qu'il y a un ancêtre qui s'est noyé, par exemple. Toi, tu nages très bien, tu n'as pas de problème avec ça, tu es OK avec ça. Et par contre, tu as peur. Donc, ça vient d'où ce truc? Et quand tu creuses, parfois, c'est pas systématique, mais parfois, dans ta lignée, il y a quelqu'un qui est mort noyé, par exemple, tu vois. Et ça s'est pas dit, encore une fois. On ne sait pas comment il est mort ou je sais pas quoi, mais toi, tu vas enquêter et tu vas t'apercevoir que la personne, elle est morte noyée. Et ça a été un non-dit. C'est toi qui as récupéré ça. Bon, ben voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et en fait, on a un peu la sensation que quand tu arrives à comprendre cette boucle et que tu la casses, c'est comme si tu étais là pour le faire, en fait, quelque part. Complètement. C'est peut-être à toi que revient ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on rappelle le phénomène de la crypte, donc la psyché, et ce fantôme qui se rappelle à toi. C'est un peu ton ancêtre qui quelque part te choisit pour que tu résolves toi ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
C'est rigolo, hein. Enfin, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais j'ai trouvé ça très curieux, moi, je trouve ça passionnant en réalité, parce que c'est quelque chose qui est inscrit en nous, et ça fait aussi partie du but de ta vie quelque part, c'est de résoudre ce problème pour que ça s'arrête. Tu vois? La vie, c'est une enquête sans fin. C'est une mission, en fait. Hein. C'est, voilà, on travaille sur notre arbre généalogique pour y découvrir, je dirais, des branches malades, voilà, et nous libérer de toutes ces répercussions néfastes ou pas, d'ailleurs, hein, j'en sais rien. C'est pas forcément néfaste, hein, parfois. Mais parce que parfois, on va découvrir un secret non dit comme ça. Par exemple, il y a un enfant illégitime, on va s'apercevoir qu'il est issu d'une autre lignée. Et voilà, ça va nous interpeller aussi. Ça va aboutir sur autre chose aussi, d'autres découvertes aussi. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment formidable. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, contrairement à ce que dit Freud, tu vois, c'est on ne vient pas au monde vierge de tout conditionnement. On est avec un abondant bagage. Et dans la généalogie, penser que ça peut juste être un héritage comme ça qui s'est transmis juste voilà pour en garder le secret ou pour le résoudre ou pas et ça s'arrête là. Non, ça va plus loin. Ça va plus loin puisqu'en fait c'est toi qui vas libérer toute ta lignée, donc les autres descendants aussi, inconsciemment, il y a un inconscient collectif dans la lignée, mais c'est toi qui libères. Donc, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va s'y intéresser. Dans toutes les familles, on a ou une tante, une vieille tante, ou un cousin, ou une cousine, ou un frère, ou une soeur. Enfin, dans toutes les familles, tu as toujours quelqu'un qui t'intéresse plus à la lignée de la famille. Voilà, tu peux te tourner vers cette personne-là et cette personne-là, elle s'y intéresse et les messages vont passer par elle aussi. Tu me suis un peu dans mon raisonnement? Totalement. D'ailleurs, j'avais une question un petit peu particulière. Est-ce que tu as déjà vu ou lu ou ressenti que, par exemple, le vilain petit canard de la famille était celui, en fin de compte, qui était vraiment, par rapport à cette lignée, celui qui était rattaché justement à cette cassure de devoir justement arrêter tout ce massacre autour de tous ces ressentis, tu vois, émotionnels qui bloquent les énergies de cette famille. Oui, complètement. On pourrait l'appeler le mouton noir, hein. Ouais, le mouton. Complètement. Et en fait, c'est lui qui en souffre le plus, d'ailleurs, parce que inconsciemment, lui, il a compris qu'il y a eu plein de choses qui se sont pas dites, qu'il y a eu plein de choses qui se sont pas faites, qu'il y a eu des secrets de famille. Lui, il a compris inconsciemment. Et c'est lui qui est la clé de ça. Très très souvent, ça arrive. Oui, ça arrive très souvent que ce soit cette personne-là. Et d'ailleurs, c'est à lui ou elle, hein, on dit lui, mais bon, on a bien compris que c'est une personne, voilà. Et c'est à cette personne-là que va incomber cette tâche. Il faut qu'il le comprenne aussi. Alors ça, c'est autre chose. Il faut qu'il ait entendu parler il faut qu'il écoute Radio Antasia. Il faut qu'il ait entendu parler de tout ça. Mais oui, bien sûr que ça arrive. Et la question est, mais pourquoi c'est lui, en fait, et pas un autre membre ? Parce que c'est lui qui est plus sensible qu'un autre avec le déroulement de sa vie, ou parce qu'il a une loyauté. On parle de ça aussi, je vous ai sorti des mots comme ça, la crypte, les fantômes. Il y a aussi un autre phénomène, on parle du principe de loyauté face à sa lignée qu'on a, inconsciente ou pas. Très souvent, cette loyauté-là, elle est donnée déjà à notre naissance, avec par exemple le prénom que nous donnent nos parents. Les prénoms, ils ont une signification super importante. Hein. Si on a hérité, et très souvent, dans beaucoup de cas, en tout cas en second prénom, ça se passe beaucoup ici en France, très souvent on va hériter du prénom d'un de nos ancêtres, de la maman, du papa, très souvent ils nous donnent le prénom de la marraine, du grand-père, de la grand-mère, etc. Ça se passe avant notre naissance, hein, il est choisi... quand on est en gestation, le prénom, très souvent, quand tu veux connaître le sexe de l'enfant, c'est très rare que l'enfant arrive au monde. Et quand on te demande à la maternité quel prénom tu choisis, c'est très rare de dire je ne sais pas. Donc, on y a réfléchi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, on choisit le prénom de l'enfant. Et si on lui donne un prénom d'un ancêtre, hein, de la lignée, de la famille, il va hériter. Inconsciemment, on le fait hériter du poids de la loyauté familiale. Est-ce que je suis claire dans mon propos ?
Ah, il va récupérer en fin de compte tous les traumatismes aussi. Voilà. Donc, si on est 3 frères et sœurs et qu'il y en a un qui a récupéré un prénom de la famille, il est vraiment, c'est un tributaire quoi, de ça, tu vois. Inconsciemment, il va agir en tant que responsable d'eux. Et il est plus sensible que les autres à ce moment-là, et plus réceptif à récupérer tout ce qui se passe dans cette crypte, à récupérer des fantômes, etc. Après, les autres, ils n'en seront pas pour autant dénués de cet affect non plus. Ils pourront l'avoir aussi, ça ne veut rien dire. Mais quand même, le prénom, ça a une signification. Et lui donner le prénom d'un ancêtre, c'est un symbole quand même, c'est assez symbolique. Et souvent, en fait, à l'ancien temps, enfin, quoique ça continue encore, on donne souvent les grands-parents, les arrière-grands-parents, les tontons, les tatis, ou même les parrains, marraines. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que je disais, tout à fait. Ça revient. Et donc ça, c'est vraiment très symbolique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté face à... Voilà, c'est d'où je répondais à ta question de tout à l'heure. Pourquoi il y en a un plus sensible que l'autre? Parce qu'il a ce truc de loyauté. T'as d'autres personnes aussi. Pourquoi elle va être plus sensible que son frère ou sa sœur, qui va répondre plus fréquemment à l'appel des fantômes de sa lignée ou du fantôme de sa lignée. Tu as d'autres personnes aussi qui vont s'identifier inconsciemment à cet ancêtre-là. Un jour, t'entends ton arrière-grand-mère joue de la musique ou je sais pas trop quoi, et toi, tu as un attrait pour la musique, elle joue du piano, et toi, tu as un attrait pour ça, et tu t'aperçois que tu joues très bien du piano, etc. Inconsciemment, tu commences à t'identifier à cet ancêtre-là. Et donc là aussi, tu récupères un peu une loyauté vis-à-vis de ta lignée. Tu vois, c'est ça peut être très anecdotique. Des fois, c'est des tout petits points comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et puis, alors je me rends compte aussi qu'on est très nombreux à être le menton noir de notre famille. Moi, quand j'échange avec plein de monde autour de moi, qui sont dans le milieu EsoWitch, notamment, et je constate en fait qu'on souvent, ces moutons noirs, forcément, ils ont été rejetés, ce qui est logique. Donc, ils cherchent inconsciemment, je ne sais pas, en tout cas, ils sont intéressés par l'occulte, ils sont intéressés par les mystères, beaucoup plus que le reste des membres de leur famille. Tu vois? Ben oui, bien sûr. C'est parce que les traumas, ils se transmettent pas qu'au niveau de la sphère familiale. Ils peuvent se transmettre via, par exemple, il y avait un ami de la famille, un ami de ton grand-père ou de ta grand-mère qui était prêtre, qui venait très souvent à la maison et qui a influencé des gens. Voilà, ça peut être un ami prêtre, ça peut être un artiste, ça peut être... Tu vois ce que je veux dire? Ces transmissions, elles ne se limitent pas uniquement à la sphère familiale, ça donne un ordre collectif aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est extérieur, je ne sais pas, on en a parlé en tout début, c'est une guerre, une épidémie, une catastrophe naturelle qui va impacter aussi la lignée parce qu'il y a certaines personnes qui sont tombées malades, qui ont été blessées, tu vois? Oui, je vois, tout à fait. Voilà, parce qu'en fait, la conscience et l'inconscient ne concernent pas seulement l'individu. Il existe aussi une conscience et un inconscient de groupe, à plus forte raison dans la lignée. Voilà, la psyché familiale, elle est perçue vraiment comme une identité. D'accord. Il y a un autre monsieur que je ne sais pas si vous connaissez ou si tu en as entendu parler, qui s'appelle, c'est un Chilien, Alejandro Jodorowsky. Lui, il dit, je vais vous citer une petite phrase qu'il a dite aussi, « L'arbre vit en moi, je suis l'arbre. On me touche la jambe droite et papa se met à hurler, l'épaule gauche et voilà grand-mère qui gémit. » Tu vois? Ça veut tout dire. Tu avais entendu parler de ce monsieur, non? Pas du tout. Ah non. Je crois qu'il est encore vivant, ce monsieur, il me semble bien. C'est un dramaturge, c'est un psychanalyste, c'est un dessinateur de BD, c'est un auteur. Il touche un petit peu à tout, il est vraiment à part. On pourrait appeler ça un agitateur culturel. Il est chilien, il est de parents juifs qui sont nés en Russie. Tu vois, c'est vraiment un amalgame de plein d'héritages en fait, et il a inventé ce qu'on appelle la psychomagie. Voilà. Alors lui, il est très très attaché à la psychogénéalogie, et lui justement pour vaincre tes traumas, il te fait pratiquer des rituels. Je vous conseille d'aller sur YouTube pour voir. Vous taperez psychomagie Alejandro Jodorowsky.
Et vous verrez ce qu'il fait comme rythme, ça peut être très rigolo parfois. Par exemple, je veux en finir avec cette lignée, avec les traumas, il y a eu trop de choses qui se sont passées dans mon arbre généalogique dont j'ai hérité. J'en ai marre, je veux en finir avec ça. Il faut que je l'enterre. Et ben lui, par exemple, il va vraiment t'enterrer, il va te laisser la tête, voilà, et puis il te donne des phrases à dire, etc. Voilà. Mais allez voir sur YouTube, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est assez particulier. Il met en scène vraiment tes traumas. Voilà, il donne des symboles aussi. Il se sert beaucoup des cartes, des arcanes du tarot et de la tarologie. Et grâce à ça, voilà, il y a tu te libères de plein de choses. C'est assez théâtralisé. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Mais le fond est tout à fait exact, hein, tu vois. Oui. Alors, mais allez le voir, vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a Toki qui pose la question, il dit la psychomagie, c'est un truc de certains livres du genre fantastique? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment des rituels qui sont là pour justement pour creuser dans l'inconscient et te libérer de tous ces traumas. On parlait de fantômes dans la crypte, voilà, c'est pour t'en libérer vraiment. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Allez voir sur YouTube, vraiment c'est très intéressant. Psychomagie, vous tapez psychomagie et surtout tapez Alejandro Jodorowsky. Voilà. Oui, donc ok, pas de souci. On a tous ces actes manqués aussi. Ça se manifeste aussi. On parlait d'un fantôme qui se rappelle à nous comme ça. Il peut se manifester aussi à travers nos actes manqués. C'est aussi des manifestations de l'inconscient qui conduisent la personne à agir en contradiction apparente avec ce qu'il croit vouloir faire, alors qu'en réalité, il ne veut pas. Donc, des actes manqués, c'est des nombreux accidents. Il tombe sans faire exprès, il se cache des choses sans faire exprès, il a des gestes très maladroits, il oublie, il perd tout le temps les mêmes objets. Tous ces actes manqués, les lapsus, tous ces actes manqués, c'est ton inconscient, c'est un fantôme qui est en train de se rappeler à toi. Donc, ça peut être très intéressant aussi d'aller fouiller au travers des actes manqués. Quel fantôme se rappelle à toi, à partir de quel ancêtre ça part, etc. Ça peut être aussi relié à la recherche de l'amour véritable qui à chaque fois se matérialise devant toi, que tu rencontres, mais qu'en fin de compte, il se passe des choses qui fait que ça ne va pas au bout à chaque fois. Mais complètement, ça c'est un schéma aussi répétitif. Alors ça, j'ai un cas concret, je connais une copine, une personne qui me disait mais ça marche pas en amour, j'ai toujours l'impression d'attendre et qu'il se passe rien et ça ne marche jamais et c'est toujours pareil. Et on a fait sa psycho, on a fait son génosociogramme, donc son arbre généalogique au sens élargi. Et on s'était perçu qu'elle avait sa grand-mère qui était femme de marin, qui était une femme bretonne et dont le mari partait tout le temps. Tout le temps. Et elle a vécu presque 40 ans comme ça. Ça a été une véritable souffrance pour elle parce que c'était très dur. Et elle vivait dans l'attente, constamment dans l'attente. Et en fait, il y avait des dates qui coïncidaient. Par exemple, la date du mariage de sa grand-mère coïncidait avec la date de son mariage à elle. Elle n'avait pas fait exprès de se marier le même jour que sa grand-mère. Tu vois, elle n'avait vraiment pas fait exprès. Donc, c'était vraiment... Et quand elle a compris ça, elle m'a dit, mais je suis pas ma grand-mère. J'ai pas envie d'être comme ça, d'attendre sans arrêt. Je suis pas elle. Voilà. À partir de là, ça a changé. C'est un truc de fou. Ça a vraiment changé. Elle a pris conscience de ça et ça a complètement changé son avenir, on va dire, entre guillemets, sentimental, quoi. D'accord. Alors, je me suis permise de laisser le mail de Radio Antasia pour qu'on puisse te contacter, parce que je rappelle aussi au passage que Marie Roux, son métier, c'est autour de la psychologie et du bonheur. Hein, donc, si jamais vous voulez la contacter, échanger avec elle, participer à des sessions également. Alors, je suis désolée, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, je rebondis sur ce que tu dis cet été, mais on m'avait piraté mon compte. Donc, j'ai eu du mal à le remettre, voilà. Et maintenant, il y est. Hein, donc, voilà, si vous voulez me contacter, vous le faites via le mail. Et sinon, sur Facebook aussi, c'est Marie-Blanche Coaching. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter via ça aussi. Donc, Marie-Blanche Coaching. Et sinon, le mail marieroux, tout attaché, @radioantasia.fr. Voilà, tout à fait. Je reviens juste pour tout ce qui peut tourner autour de la psycho généalogie comme ça.
Donc on a l'arbre, on a d'autres outils aussi, hein. On a la psychomagie, hein, comme je vous ai expliqué avec la pratique inventée par Alejandro Jodorowsky. On a le chamanisme aussi qu'on connaît bien. Le chamanisme, on le trouve dans toutes les religions, hein. Il est basé sur une série de rituels pratiqués par le chaman, qui est le sorcier guérisseur, dont le rôle justement est de communiquer avec les esprits et donc avec les ancêtres. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Tu vois ce que je veux dire, je suppose. Tout à fait. Excuse-moi, en fait, je t'écoute, mais en même temps, je papote avec les enchanteurs sur le chat, c'est compliqué. Ah oui, je suis désolée. Non, t'inquiète, c'est moi, je suis désolée. Alors, attends, c'est vrai que moi, je regarde pas, par contre. Ça échange pas mal sur le chat, je peux vous dire. C'est bien, tu me donnes les messages au fur et à mesure, donc c'est bien aussi. En fait, on partage beaucoup les livres que tu cites, et notamment ceux qui sont cités par les enchanteurs sur le chat. Ça permet à ceux qui sont sur le chat, ou même qui regardent le chat sans se connecter, d'avoir les images des livres, notamment, qui sont cités pendant cette chronique. Alors, j'ai retrouvé la référence sur YouTube de Alejandro Jodorowsky, c'est Psychomagie, un art pour guérir. Voilà, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est ça qu'il faut aller voir. Psychomagie, un art pour guérir. Vous verrez, c'est particulier, hein, c'est vraiment particulier, hein, parce qu'il fait des trucs, des fois tu comprends pas, c'est vraiment des rituels, vous verrez, je vous laisse découvrir. On a, quand je vous parlais de tous ces outils à disposition de la psychogénéalogie, donc on a le chaman qui peut nous aider, on a les actes psychomagiques, on a l'arbre généalogique évidemment, hein, qu'on peut faire. Je vais vous donner 2-3 petites clés pour en faire comment on peut faire ça au sens élargi. Et pour parler à chaque fois de ses ancêtres et de tous ces non-dits, donc il va falloir aller interroger, bien sûr, quand on ne connaît pas. Au début, on va le faire, son arbre généalogique, comme ça, on va le créer tout simplement avec notre mémoire. Donc, ce qu'on nous a dit, ce qu'on connaît. Après, pour se rapprocher des dates, il va falloir aller creuser. Donc, soit on a quelqu'un dans la famille qui connaît bien tout ça ou qui a gardé des documents de famille, ça peut être des livrets militaires, des tas de choses comme ça, hein. Ou soit on se renseigne, si on n'a pas toutes ces infos-là, on peut prendre, comme quand on fait des recherches sur son arbre généalogique, donc auprès de la mairie, auprès de sa paroisse, auprès de tous ces services-là qui peuvent nous aider. Alors, il existe des applications aussi pour faire votre arbre généalogique, mais en général, nous, ce qu'on fait, c'est un arbre généalogique au sens élargi. Donc, en général, toutes les applications que vous allez trouver pour faire des arbres généalogiques, elles seront pas suffisantes pour notre recherche. Tu vois ce que je veux dire, Lina ? Oui, alors par contre, je suis désolée, mais en fait, Agnieszka attend. Parce qu'on a une chronique après toi, et c'est vrai qu'on a commencé. Mais quelle heure? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça m'ennuie beaucoup parce que c'est passionnant, hein, ce que tu racontes, et franchement, on devrait faire une émission spécialement là-dessus, vraiment 2 heures pour pouvoir développer tout ça. D'ailleurs, à partir du mois de janvier, on va donc être le vendredi soir, on va changer, hein, on va être tous les vendredis soirs en live, et ce serait l'occasion également de proposer des émissions autour de ça si tu le souhaites. Ah ben oui, si vous voulez. Voilà, juste alors, je termine juste avec ça, parce qu'après tu envoies la petite chanson, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, je termine juste avec ça. Comment on peut faire ? Moi, j'ai un gros classeur, en fait, et il est séparé en 2 grosses parties, donc la branche maternelle, la branche paternelle. Et en fait, sur chaque feuille, j'ai un ancêtre et j'essaye de regrouper les informations que j'ai pu tirer à droite à gauche sur cet ancêtre-là. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des intercalaires, il y a des et à chaque fois, je rajoute des trucs. Ça peut prendre toute une vie. Il faut savoir que on étudie jusqu'à la 4e, 5e génération, puisque c'est c'est jusqu'à là que nous parviennent tous les traumas, tout ce dont nous pouvons hériter. Et au-delà, ça sert à rien parce que ça ne se transmet plus. En tout cas, en psychogénéalogie. Voilà. Et donc, vous rajoutez à chaque fois, alors, les dates de naissance, les dates de décès, les divorces, les séparations, si c'était un couple qui s'entendait, si c'était un couple qui s'entendait pas, le nombre d'enfants, le numéro du nombre d'enfants aussi. Si vous avez les adresses, si vous avez pu récupérer les adresses ou les lieux où ces personnes vivaient, c'est très intéressant aussi parce que ça peut donner des correspondances avec des chiffres qui vont faire tilt de votre propre adresse ou de votre propre cheminement. Donc voilà, récolter le plus d'informations nécessaires pour faire ça. Voilà. En gros, voilà, je vous ai dit le plus important. Et pour conclure, est-ce que tu proposes par exemple des ateliers ou des connexions avec les gens
tu peux justement les aider à justement... Je peux vous aider à en faire un. Après, si vous avez, vous, fait le plus gros du travail, on peut regarder ça ensemble. Oui, bien sûr, on peut regarder ça ensemble et dire, tiens, là, regarde, toi, tu as fait ça à telle date, regarde la date, là, elle t'interpelle pas. Parce que très souvent, ça parle aussi de tous les problèmes pour les femmes, par exemple, des femmes qui n'arrivent pas à enfanter quand il n'y a pas d'explication vraiment rationnelle. Elle n'a pas de problème du tout et pourtant, elle n'arrive pas à faire de bébé. On peut remonter dans sa psychogénéalogie, et on va s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup de femmes qui avaient plein d'enfants, en fait, et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. C'était des non-dits, ça a été des grossesses involontaires, ça a été des enfants qu'elle ne voulait pas avoir, etc., etc. Et du coup, c'est elle qui en hérite de ça, et son corps, il bloque. Il bloque, non, je ne veux pas, parce que je ne veux pas souffrir comme ont souffert mes ancêtres. Tu vois, c'est un truc de fou, hein, ça aussi. Hein. Oui. C'était vraiment passionnant, ma très chère Marie-Ro, vraiment. Bon, voilà. Alors, désolé, c'est court, mais bon, si vous voulez, voilà, soit vous me contactez, soit pour aller plus loin, vous avez le livre que je vous ai indiqué de Anne-Ancelin Schutzenberger ou Alejandro Jodorowsky ou beaucoup d'autres psychanalystes. Vous verrez, il y a plein de choses comme ça. Alors, on va finaliser cette merveilleuse chronique avec la berceuse qui s'appelle Ne m'oublie pas, donc du dessin animé Coco. Oh oui, j'adore cette chanson-là. Oui. On te fait plein de gros bisous, ma très chère Marie-Ro. Merci à vous, merci à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde et puis plein de gros bisous à Lina et plein de gros bisous les auditeurs et tous ceux qui sont intervenus pendant le chat. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.